Le 7 octobre 2023, la pensée s'est arrêtée. Face à l'horreur des massacres accomplis par le Hamas et devant la violence de la riposte israélienne, toute nuance s'est effacée. Le monde s'est figé selon des oppositions binaires, le bien et le mal, le blanc et le noir, et les camps s'affrontent sans concession, en France, en Europe et aux États-Unis. C'est la guerre universelle des déclarations d'allégeance. On se déclare pro-palestinien ou pro-israélien, au choix, et l'on argumente en conséquence comme des machines, ni plus ni moins. Une chose est pourtant certaine. Quiconque se déclare pour l'un ou pour l'autre camp n'a rien compris à ce qui se passe. Il faut être pour le droit des Palestiniens à disposer d'un État viable et prospère, comme pour celui des Israéliens à vivre en paix et en sécurité dans le leur. Le problème est de penser les deux ensemble. On assiste à la défaite de la pensée complexe qu'appelait de ses vœux Edgar Morin, à savoir une pensée de la contradiction, une prise en compte des raisons et des effets et une distance réflexive conjuguée à une empathie universelle. Or, la littérature peut nous aider à penser la complexité. La poésie est plus philosophique que l'histoire, déclarait Aristote. L'histoire, en effet, ne parle que du particulier, alors que la fiction se fonde sur des modèles généraux de compréhension. Ces mots que je viens de vous lire ne sont pas les miens. Ils sont issus d'une tribune parue dans le journal Le Monde et publiée le 15 novembre 2023, soit à peu près un mois après les événements, la stupeur du 7 octobre 2023. Et ils sont de William Marx, qui est un professeur au Collège de France et titulaire de la chaire de littérature comparée. La tribune s'intitulait « Ce qu'Œdipe et Antigone nous disent de la crise au Proche-Orient ». William Marx, donc, il regrette, il déplore les effets délétères de l'attaque du 7 octobre par le Hamas sur la pensée, et il enjoint donc d'en revenir au classique grec pour sortir du manichéisme et revenir aussi à une forme de complexité pour comprendre les enjeux et arrêter de, après la stupeur et après l'effroi causé par les scènes de guerre, commencer à penser de manière complexe pour trouver une issue, des solutions de paix. Alors cela m'a parlé profondément à l'époque et encore aujourd'hui, car je travaillais à un épisode du podcast qui est toujours disponible, que vous pouvez toujours écouter, et qui est sur l'Iliade d'Homère. Donc l'Iliade, c'est ce grand poème épique de la guerre. Et c'est un épisode que précisément j'ai appelé « Apprendre à faire la paix », parce que dans l'Iliade, si on ne parle que de guerre, la conclusion, c'est bien de déposer les armes et de enfin essayer de se comprendre et de se parler entre les belligérants. Et ça, c'est la scène entre deux ennemis jurés. Je vous invite à écouter ce podcast. Mais bon, pour revenir à notre sujet, c'est vrai que j'ai trouvé les mots de William Marx très très justes, et donc plutôt que de le dire imparfaitement, j'ai préféré lire le début de cette tribune que vous pouvez toujours lire dans son intégralité sur Le Monde, dans sa version numérique par exemple. Alors plus récemment, le 14 mai 2024, je suis aussi tombé sur une petite vidéo beaucoup plus courte, alors là que vous pouvez regarder sur YouTube, qui donne la parole à Wajdi Mouawad, qui est donc ce dramaturge, le canado-libanais, enfin il est francophone, il dirige d'ailleurs le Théâtre de la Colline à Paris. Il a eu beaucoup de succès avec certaines de ses pièces. Et là, donc, cette petite vidéo qui a été réalisée et publiée par le quotidien libanais L'Orient le Jour s'appelle « Ce qui est radical aujourd'hui, c'est la nuance ». Ouais, oui, moi je pense que je comprends, mais moi je pense qu'aujourd'hui, ce qui est radical, c'est la nuance. La radicalité est devenue un truc tellement banal, hein. Tout le monde veut être radical en choisissant un camp contre l'autre. Moi je dis que ce qui est vraiment radical aujourd'hui, c'est la nuance. La preuve c'est que dès que vous êtes nuancé, tout le monde vous tape dessus. Mais dès que vous êtes radical, tout le monde trouve ça bien. Donc ça veut dire que la radicalité est peut-être ce qui est devenu le plus conventionnel. Mais essayez d'être dans la nuance, voir. Essayez de voir dans la nuance, vous allez perdre votre travail, on va vous empêcher d'aller dans votre pays, on va vous dire que vous n'êtes pas ci, pas ça, etc. La ligne de crête aujourd'hui est peut-être la chose la plus radicale à tenir.
Donc c'est exactement en fait le même discours, en plus par un homme de lettres, que celui de William Marx. Wajdi Mouawad a été la victime de censure, d'une polémique au Liban, parce qu'on l'a accusé d'être pro-israélien. Une pièce qui devait se jouer ne l'a pas été. Donc c'est pour ça que Wajdi Mouawad il n'a pas réagi sur le moment, mais là il s'exprime et il dit ce qui est radical aujourd'hui, c'est la nuance et la complexité. Donc c'est la même idée. Et il cite d'ailleurs Antigone, auquel faisait référence William Marx, Antigone qui dit « Je ne suis pas faite pour haïr, mais pour aimer ». Alors les événements au Proche-Orient, ainsi que ces articles, ces prises de parole, et bien d'autres que je ne vais pas toutes reprendre ici, m'ont donné envie de poursuivre par la lecture justement et par la littérature. Et j'ai lu donc un livre qui était paru à l'été 2020, qui s'appelle Apeirogon, ou Apeirogon, comme vous voulez. C'est un livre de Colum McCann, donc publié fin été 2020 par les éditions Belfond, dans une traduction de Clément Baude. Un livre qui a eu pas mal de succès, qui a donc été depuis republié au format poche par les éditions 10-18, donc un an plus tard environ. J'ai lu également un autre livre qui s'appelle Une journée dans la vie d'Abed Salama, Anatomie d'une tragédie à Jérusalem. Celui-ci est de Nathan Frohl, ou Nathan Frohl, prononcez-le également comme vous voulez. Il est également traduit de l'anglais, donc des États-Unis, par Frédéric Joly. Et celui-ci est paru dans la collection NRF des essais de Gallimard, le 11 janvier 2024. Alors ce qui est très frappant dans Apeirogon et dans Une journée dans la vie d'Abed Salama, c'est qu'avec des moyens, on va dire, de récits différents, il nous raconte une histoire très similaire et il nous aide à mieux comprendre la situation en Palestine et en Israël, et à justement à prendre du recul. Il nous apporte beaucoup de complexité. La complexité, on va dire, qui manque cruellement lors des manifestations, lors des débats à l'Assemblée, voilà. Je ne ferai pas de politique ici, mais je vais vous parler de ces deux livres. Alors ce qui est très frappant également, c'est que ces deux livres ont un point en commun qui est Anata. Anata, c'est une petite ville palestinienne. C'était un village très ancien. Aujourd'hui, il est donc en territoire palestinien tout près de Jérusalem. Et nos deux histoires se déroulent autour d'Anata, évidemment. Et je vais vous lire d'ailleurs un extrait de chacun des livres et qui présente cette petite ville, ce territoire. Premier extrait, il est issu de Apeirogon par Colum McCann, page 27 de l'édition poche 10-18. C'est le chapitre 18 précisément. Petite ville de l'entre-deux. Anata s'apparente à un curieux archipel urbain. Une ville palestinienne, en Cisjordanie, sous occupation israélienne, au sein du gouvernorat de Jérusalem, elle est presque totalement cernée par le mur de séparation. Quelques belles demeures sont juchées au sommet des collines, pierres blanches, colonnes de marbre, grandes voûtes, hautes fenêtres, mais elles laissent vite place en bas au chaos. La descente est raide et abrupte. Les paraboles poussent sur les toits comme des champignons. Les pigeons crient dans des cages. Le linge claque sur des cordes tendues entre les appartements. Des garçons torse nus à vélo louvoient entre les nids de poules. Au pied des collines, ils circulent au milieu des bennes dégueulant d'ordures et des déchets entassés. Il y a beaucoup de circulation dans les rues, mais pas de feu rouge. Du néon partout. Magasins de pneus, boulangeries, stands de réparateurs de portables. Les hommes feignent la nonchalance dans l'ombre. Des nuages de fumée de cigarettes planent au-dessus d'eux. Les femmes pressent le pas sous leur hijab. Des carcasses d'agneaux esselés sont pendues à des crochets d'acier devant les boucheries. De la musique pop s'échappe des haut-parleurs, partout des morceaux de gravats. La ville est adossée au camp de réfugiés de Choufat. Choufat se construit vers le haut, immeuble après immeuble. Nulle part d'autre où aller que le ciel. S'il est facile d'entrer dans le camp, il suffit pour cela de franchir le tourniquet en métal au checkpoint. Il est plus compliqué d'en sortir.
Pour aller à Jérusalem, une carte d'identité ou une autorisation est nécessaire. Pour rejoindre le reste de la Cisjordanie, ce que comme Bassam vous devez faire si vous avez une plaque d'immatriculation verte, il n'y a pour seule issue qu'une route défoncée. Donc là, c'était Anatta vu par Colum McCann. Colum. Anatta vu par Nathan Frawle. Donc c'est dans son livre Une journée dans la vie d'Abed Salama. C'est dans le chapitre qui s'appelle 3 mariages, page 25. Anatta commença à changer après qu'Israël l'eut conquis en même temps que le reste de la Cisjordanie lors de la guerre de 1967. Jusqu'alors, la Jordanie avait eu la haute main sur la région. La démographie et la géographie des territoires occupés furent transformées par Israël qui eut recours à de très divers politiques dans le but de les judaïser. À Anatta, le gouvernement israélien s'empara de la terre, lopin par lopin, en ordonnant par centaines les démolitions, en rattachant une partie de la ville à Jérusalem, en érigeant un mur de séparation dans le but d'encercler son centre-ville, et en confisquant le reste des terres afin de créer 4 colonies, plusieurs avant-postes pour colons, une base militaire, ainsi qu'une autoroute ségréguée, divisée en son milieu par un autre mur dissimulant le trafic routier palestinien à la vue des colons. Le bassin naturel de la ville fut transformé en réserve naturelle israélienne. Les colons d'Anatote pouvant y accéder librement au contraire de la population d'Anatta, qui dut dès lors acquitter un droit d'entrée. La route conduisant à la source traversait la colonie, dans laquelle les Palestiniens ne pouvaient entrer sans autorisation, ce qui les contraignait à emprunter un autre itinéraire, à faire un long détour par une route mal entretenue et dangereuse. Année après année, les Palestiniens d'Anatta se retrouvèrent pris dans la dynamique urbanistique de Jérusalem qui ne cessait plus de s'étendre. Cette dynamique avait avalé la vieille ville et le reste de Jérusalem-Est, tout autant que les terres de plus d'une vingtaine de villages situés à sa périphérie, toutes annexées par Israël. Ils roulaient sur les autoroutes à plusieurs voies d'Israël, faisaient leurs courses dans ces chaînes de supermarchés et avaient recours à l'hébreu lorsqu'ils se trouvaient dans ces immeubles de bureaux, ces centres commerciaux et ces salles de cinéma. Mais les mœurs sociales d'Anatta restaient inchangées. Il y était interdit d'avoir des relations sexuelles avant de se marier, les mariages y étaient fréquemment arrangés, on s'y mariait très souvent entre cousins, afin que la famille conservât son patrimoine et ses terres. Des ennemis jurés faisaient assaut de courtoisie lorsqu'ils se croisaient. L'itinéraire de vie individuelle était puissamment façonné par la réputation du foyer familial. Une fille qui n'en faisait qu'à sa tête pouvait réduire à néant les perspectives de mariage de toutes ses sœurs. Et lorsqu'un drame se produisait, une procédure élaborée, faite de rituels et de discours extrêmement policés, permettait de neutraliser ces répercussions. Voilà, je crois qu'on a bien compris déjà le décor avec ces 2 descriptions si précises qu'imagées. Voilà, ça c'était vraiment le point commun principal des 2 livres, si ce n'est aussi leur manière d'aborder la complexité à travers des destins individuels et des histoires tragiques. Et je vais donc commencer par vous décrire plus en détail Apeirogon de Colum McCann. Donc je vous disais qu'il est sorti en 2020, puis un an plus tard en édition poche. Il a été assez bien reçu en France, puisqu'il a reçu plusieurs prix littéraires, dont le Grand Prix des lectrices décerné par le magazine Elle. Le prix Montluc Résistance et Liberté 2021. C'est un prix intéressant puisqu'il est décerné par une association qui dépend du mémorial de Montluc. Montluc, c'est un fort lyonnais, un haut lieu lyonnais de la résistance et de la souffrance face à l'occupant nazi. Et chaque année, un prix littéraire récompense des ouvrages qui favorisent l'analyse, la réflexion, la revalorisation des valeurs de résistance et de liberté, et en promeuvent l'actualité. C'est bien que ce livre ait reçu ce prix, c'est un bon signe. Il a aussi reçu le prix du meilleur livre étranger 2020 de Sofitel. Alors Sofitel, les hôtels, j'imagine. Colum McCann, donc c'est un auteur, comme son nom l'indique, qui est irlandais. Il est né en 1965 à Dublin.
Il a été journaliste et il a commencé à écrire des romans en 1995. Il a connu un premier beau succès avec son ouvrage intitulé « Et que le vaste monde poursuive sa course folle, Let the Great World Spin », paru en 2009, qui a été aussi très bien reçu et primé par de nombreux prix. Aujourd'hui, il vit aux États-Unis, à New York, où il enseigne l'écriture créative. Vous savez, l'écriture créative, c'est un sujet que j'aborde assez souvent dans le podcast parce que creative writing en anglais. En français, ça se développe. Donc c'est vraiment apprendre à écrire, plutôt effectivement l'écriture littéraire, on va dire, mais pas seulement. Et c'est vrai qu'en France, on avait tendance à penser que c'est quelque chose qui était inné presque, qui ne s'apprenait pas. Et alors qu'aux États-Unis, notamment, c'est vraiment un enseignement très prisé et très développé. En France, ça émerge, mais c'est pas encore totalement dans nos mœurs. Autre chose d'intéressant dans la biographie de Colum McCann, c'est qu'il a créé, il a fondé une organisation qui s'appelle Narrative 4, Narrative 4, dont le but est de développer l'empathie et l'éducation à l'empathie. C'est un sujet également dont on parle beaucoup, notamment chez les enfants, mais bon, il n'y a pas que les enfants qui doivent faire preuve d'empathie, c'est surtout les adultes après, enfin pour tout le monde, voilà. C'est quelque chose de très important, l'empathie. Et sa méthodologie, qui nous intéresse vraiment ici dans ce podcast et pour ce livre, c'est l'échange d'histoires au pluriel. C'est précisément en écoutant l'histoire de l'autre, avec ses mots, racontés par lui-même, qu'on va pouvoir le comprendre, dialoguer, s'approcher et reconnaître la part d'humanité qui est en chacun de nous, même son pire ennemi. Voilà, si on prend le temps d'écouter son histoire, on pourra peut-être, en tout cas, essayer de le comprendre, pas forcément ni le pardonner, ni l'aimer, mais voilà, faire preuve d'un minimum d'empathie nécessaire à la construction d'un dialogue. Donc je trouve que c'est très important, cette action qu'il a. Et c'est notable dans son livre, qui est vraiment une succession d'histoires, enfin 2 histoires principales que je vais vous expliquer, qui fait que quand on les découvre, quand justement on les comprend dans toute leur complexité, on voit, alors que tout opposait ces 2 personnes, aux 2 destins à la fois très similaires et très opposés puisque c'est des ennemis de fait. Et on voit que tout les rapproche au final. Pour terminer sur Colum McCann, donc aujourd'hui il est l'auteur de 7 romans, 3 recueils de nouvelles. Alors, Apeirogon. Moi j'avoue, j'ai tourné longtemps autour de ce livre et j'ai buté sur le titre parce que je pense que je dois avoir un petit traumatisme lié à mes cours de géométrie ou de mathématiques. J'avais pas forcément la bosse des maths. Bon, j'en ai fait pas mal parce que, voilà, au cours des études, mon cursus m'a amené à faire pas mal de maths, mais j'aimais pas spécialement ça. Et je pense que le titre me rebutait un peu. Dans une interview, il explique qu'il tenait absolument à ce titre, alors même que ses éditeurs lui disaient, oula, mais attention, c'est pas un titre facile. Et c'est vrai que moi, voilà, je suis un peu tombé dans ce travers de ne pas franchir le pas au début et de lire le livre à cause un peu de son titre. Et pourtant, alors c'est un titre qu'une fois qu'on a lu le livre, tout s'éclaire, parce que l'apeirogon, c'est un terme donc emprunté à la géométrie, un terme grec, et qui désigne donc un polygone au nombre infini de côtés. Alors je sais pas, je vois pas ce que ça représente véritablement, voilà, dans l'espace, un nombre infini de côtés, mais bon, on imagine quelque chose de très complexe, et c'est ça qui nous intéresse encore une fois, la complexité, ne pas réduire des choses à des oppositions binaires, à du blanc et du noir, à du manichéisme, à des choses simples certes, mais tellement simples qu'elles en deviennent fausses en fait. Et donc cet apeirogon, c'est une manière de dire l'infinie complexité du conflit israélo-palestinien, mais aussi de rappeler que nous sommes tous impliqués d'une manière ou d'une autre, que nous sommes tous concernés, que nous avons tous une responsabilité non seulement à propos de notre propre histoire, mais aussi vis-à-vis de l'histoire des autres et de ceux qui nous entourent. C'est ce que je vous racontais tout à l'heure. Les histoires peuvent se partager, on peut avec empathie écouter l'histoire de l'autre. Cela ne suggère pas que nous devions chercher à tout prix à nous aimer les uns les autres, mais au moins à chercher à nous comprendre les uns les autres et à reconnaître l'humanité en chacun d'entre nous. C'est cette idée qui est derrière
ce titre d'apérogon, et donc c'est quand même plutôt une très belle idée. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression, enfin quand on regarde un peu le débat politique ou certains médias de piètre qualité, à la télé, je ne citerai pas de chaîne et je ne citerai pas d'émission, à la radio aussi, enfin bref, et de presse écrite. Il y a tout un tas de médias très peu recommandables qui mettent en avant simplement des certitudes. Et voilà, on souffre tous aujourd'hui d'une sorte de maladie de la certitude. On croit tous connaître la vérité, avoir la bonne réponse, avoir la bonne opinion. Et il faut au contraire embrasser ou accepter la contradiction, les idées divergentes, les opinions qui ne nous plaisent pas. Encore une fois, accepter la contradiction, c'est exactement ce que disait William Marx et que j'ai cité en introduction de ce podcast. L'apérogon, cette figure à 1000 facettes, ça exprime les nuances, les points de rencontre, les visions fragmentées, reconstruire des histoires, permettre un regard neuf, une ouverture, pulvériser un peu ces idées reçues, reconstruire, déstructurer la façon habituelle de raconter un conflit, créer de la confusion pour se rapprocher du territoire, du cœur humain. C'est vrai que déstructurer le récit, c'est ce que fait Colum McCann, parce que son livre a une structure très très originale. Je vous disais qu'il y avait 2 récits fondamentaux, 2 tragédies, celle de Rami El-Hanan et celle de Bassam Aramin. Rami El-Hanan et Bassam Aramin, un Israélien et un Palestinien. Tous les 2 pères et tous les 2 ont perdu une petite fille. L'un, donc l'Israélien, lors d'un attentat suicide. Et l'autre, le Palestinien, c'est un militaire israélien qui tire avec une balle en caoutchouc sur sa petite fille, sans raison apparente, enfin sans raison d'ailleurs, et il la tue. Donc les 2, évidemment, sont de chacun d'un côté de la barrière. Les 2 sont victimes d'une tragédie immense, parce que perdre un enfant, je pense qu'on ne peut pas imaginer pire comme tragédie humaine. Et les 2, pourtant, vont se retrouver, se rapprocher d'une manière très étonnante, très émouvante, très belle. Et donc ces 2 histoires, Colum McCann va nous les raconter avec énormément de détails, mais il va aussi nous raconter l'histoire du conflit israélo-palestinien, de la création d'Israël. Il va nous donner à comprendre pourquoi on en est arrivé là, comment ça se passe, en composant, nous donnant à la fois des informations historiques, bien entendu importantes, des grands jalons comme ça, qui ont marqué cette douloureuse histoire, mais aussi des toutes petites histoires beaucoup plus anecdotiques, mais tout va éclairer en fait le récit principal et converger en fait, parce qu'il y a 1001 chapitres dans son livre. Alors des chapitres qui peuvent faire parfois 1 ligne, parfois 10 lignes, parfois 3 pages, parfois plus. Et on va partir du chapitre 1 au chapitre 500, et puis on va ensuite redescendre. On va décompter donc de 500 jusqu'à 0. Et le tout pour avoir 1001 chapitres, comme les 1001 nuits. Voilà, donc c'est une structure très originale. Donc l'idée effectivement de tout éclater, de déstructurer un récit qu'on croit bien connaître, pour en refaire quelque chose de très fort, et littérairement parlant, c'est vraiment très très fort. Et ça participe au plaisir aussi de lire ce livre qui n'est pas c'est pas de la fiction au sens propre, c'est un récit, on va dire, mais c'est vraiment, il a vraiment une force littéraire très forte, très très importante également. Donc résister, on parlait de résistance avec le prix Montluc. La résistance, on va dire, c'est la possibilité de raconter votre propre histoire alors que d'autres cherchent à se l'approprier. Vous savez, voilà, quand on est en temps de guerre ou dans une dictature, il y a des mots qui sont collés comme ça sur les gens. Quand vous arrivez à raconter vous-même votre propre histoire, déjà faire ça, c'est résister. Et donc la liberté intervient au moment où votre histoire est reconnue et entendue par les autres. Il ne faut jamais laisser parler un gouvernement ou quelqu'un d'autre à votre place. C'est valable dans tous les cas d'ailleurs. Donc on ne peut pas transformer l'idée de justice en vengeance sans se faire du mal. Il faut que la justice conduise à la compréhension mutuelle. Ça, c'est une idée aussi très forte du livre. Et est-ce qu'on peut
à travers cette immense désolation, donc ces deux histoires tragiques des deux pères, ce chagrin immense, est-ce que cette douleur peut un jour nous apporter une forme de réconfort, une forme de compréhension? C'est un peu l'objet du livre. Est-ce qu'on peut trouver, en répétant, parce que voilà, les deux pères, ils survivent d'une certaine manière, enfin, c'est pas d'une certaine manière, ils survivent en témoignant et en racontant inlassablement, en racontant et en re-racontant leur histoire, l'histoire de leur petite fille, comment elle est morte, pourquoi elle est morte, et pourquoi il faut que tout ça s'arrête et que les gens se parlent. Donc c'est vraiment un concept de la paix par le récit. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, la confrontation des histoires, le dialogue pour créer de l'empathie et qu'un dialogue soit enfin possible. Colum McCann d'ailleurs déclare lors d'une interview « Je crois en la démocratie de la narration. J'aime le fait que nos histoires puissent traverser toutes sortes de frontières et de limites. Se mettre dans la peau des autres pour pouvoir se remettre dans la nôtre. À travers nos histoires, est une expérience puissante et curative. » Également en avril 2017, avant qu'il ne se lance dans l'écriture de Apeirogan, il préparait son voyage d'études au Moyen-Orient pour l'écriture de ce livre. Il a donné un entretien à Kate Costello-Sullivan pour une revue littéraire américaine qui s'appelle Three Quarterly. Et dans cette revue, il déclarait, donc avant de partir en son voyage d'études pour Apeirogan, « Je vais écrire le roman qui n'est pas la solution à deux États. » Alors, vous savez, la solution à deux États, c'était une résolution, c'est la résolution 181 des Nations Unies qui décide d'un plan de partage de l'ancienne Palestine mandataire et de la création de l'État d'Israël. Donc l'idée, voilà, qui n'a toujours pas été entreprise jusqu'au bout de la solution à deux États. Bref, donc il déclare « Je vais écrire le roman qui n'est pas la solution à deux États, mais la solution à deux histoires. C'est là que l'émotion rencontre la chronologie, que le temps rencontre la narration, où le temps croise ses sentiments et ce que vous voulez que votre lecteur ressente. Il faut aussi savoir comment parler de l'histoire et de l'impact de ce qui va se passer. Je pense que la plupart des lecteurs ne comprennent pas mes livres avant d'en avoir parcouru la moitié. Puis, ils commencent à comprendre qu'il se passe quelque chose au niveau de la structure. Je suis sur le point de recommencer avec ce prochain livre, si je réussis pour faire tomber leur équilibre confortable. L'habitude est l'ennemi de la créativité. Je dois écrire quelque chose de nouveau, ou au moins essayer. Donc voilà, il déclarait ça avant l'écriture du livre, et quand on voit le résultat final, il a vraiment réussi à nous déstabiliser. C'est ce que je vous racontais sur cette structure très originale du livre, en 1001 petits paragraphes, à la fois complètement déstructurés, mais qui suivent leur fil narratif de manière extraordinaire. C'est vrai qu'au début, on se dit « mais pourquoi il nous raconte ça ?» Et très vite, ça se met en place, et on ne peut plus lâcher en fait le fil du récit. Et c'est très intéressant parce que justement c'est un concept, alors ça j'ai découvert, alors je ne sais pas si c'est ce concept-là effectivement qu'il a totalement en tête, mais ça m'a fait penser à la notion qu'on dit de polyphonie narrative. Et les raisons qui conduisent à articuler cette notion de polyphonie narrative à l'idée même de démocratie. La polyphonie narrative, c'est l'idée justement de donner la parole à tous. Dans l'œuvre polyphonique, elle accorde le droit de citer au plus grand nombre, et notamment à celles et ceux qu'on n'entend pas habituellement, qu'on n'écoute pas, ou moins, ou mal, et qu'on n'écoute pas dans l'espace public. La polyphonie, donc un dispositif caractérisé par une multiplicité de narrateurs et par l'attribution d'une égale valeur à chacun d'eux. Et c'est cette polyphonie narrative qui réaliserait l'égalité des citoyens face à la parole publique, le cœur de l'égalité politique. C'est également ce qu'il fait là, puisqu'on va confronter des points de vue, des histoires, comme je vous disais, des gens qui c'était peut-être des ennemis au départ, mais qui vont au final se retrouver en s'écoutant. Le nom des deux petites filles, c'est très évocateur aussi. Alors ça c'est vrai, hein, j'ai oublié de préciser que Rami Elana, donc l'Israélien, fils d'un rescapé de la Shoah, ancien soldat de la guerre du Kippour, et Bassam Aramin, palestinien, qui a connu la dépossession, qui s'est engagé dans la lutte de l'intifada, qui a fait de la prison. Tous les deux donc père d'une petite fille. Donc là, la fille de Rami s'appelle Smadar. Et Smadar, dans le Cantique des Cantiques,
c'est la vigne, c'est l'éclosion de la fleur. Et la petite fille de Bassam, donc, qui est devenue son amie, s'appelle Abir. Et Abir, dans l'arabe ancien, c'est le parfum, la fragrance de la fleur. Donc ça aussi, c'est une histoire vraie, mais voilà, il y a plein comme ça de coïncidences culturelles aussi bien sûr. Voilà l'histoire des deux filles, Smadar et Abir, qui étaient des enfants pleines de vie, qui ne demandaient qu'à vivre de manière heureuse. C'est vrai on va parler de beaucoup de choses, on va prendre beaucoup de petits points sur la culture de cette zone intensément chargée, bien sûr, d'histoire, de religion, puisque c'est le berceau des religions monothéistes. Et notamment, donc, on va parler à plusieurs reprises du Cantique des Cantiques, qu'on trouve donc dans la Bible. Et voilà ce que dit le Cantique des Cantiques sur Smadar, la vigne en fleurs. « Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume ses fruits, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. » Ce passage du Cantique des Cantiques, qui n'est pas dans le livre, mais comme Colum McCann y fait référence à plusieurs reprises, je souhaitais avoir une petite illustration dans ce podcast. Les Mille et Une Nuits, bien entendu, elles sont citées à maintes reprises aussi. Alors, non seulement puisque l'auteur reprend le concept, en tout cas, il reprend le nombre de chapitres, comme si c'était Mille et Une petites histoires. Bon, je rappelle à nos auditrices et nos auditeurs les Mille et Une Nuits, qui sont ce récit fleuve constitué de contes enchâssés les uns dans les autres et de personnages en miroir. Il y a qui raconte ces Mille et Une Nuits. Donc il y avait un sultan qui s'appelle Shahriar, qui en représente à la suite de l'infidélité de son épouse, la condamne à mort. Et afin d'être certain de ne plus jamais être trompé par aucune de ses épouses, il décide de faire exécuter chaque matin la femme qu'il aura épousée la veille. Bon, voilà. Alors ça, c'est typiquement une décision d'un autocrate, vous voyez. Mais donc Scheherazade, la fille du grand vizir, se propose d'épouser le sultan, et aidée de sa sœur, elle raconte chaque nuit au sultan une histoire dont la suite est reportée au lendemain. Donc le sultan ne peut se résoudre à tuer la jeune femme, et il reporte à chaque fois l'exécution de jour en jour afin de connaître la suite de l'histoire du récit commencé la veille par Scheherazade. L'intelligence de Scheherazade qui la protège d'une mort certaine, mais aussi qui protège aussi toutes les femmes qui auraient subi ce même sort funeste. Et peu à peu, elle va gagner la confiance de son mari, et finalement, il va enfin sortir de son délire de vengeance. Alors vous savez, dans les Mille et Une Nuits, c'est là qu'il y a Sinbad le marin. Enfin, il y a plein de contes qu'on connaît, qu'on raconte aux enfants de manière indépendante. Et moi, j'en ai trouvé un qui n'est pas non plus cité spécialement par Colum McCann, mais que je trouvais intéressant pour le podcast. C'est un conte qui s'appelle « L'invitation à la paix universelle ». Contrairement à son titre, en fait, c'est une ruse. C'est une ruse, et ça fait penser aussi aux fables de La Fontaine, le corbeau et le renard, d'ailleurs. Nous avons également un renard, le rusé, et il ne s'adresse pas à un corbeau, mais à un coq. Il veut faire croire, donc évidemment, les renards et les coqs ne s'entendent pas toujours très bien. Le renard, son objectif, c'est de manger le coq, pour être clair. Comme le coq est perché et il n'arrive pas à l'attraper, il essaye de lui faire croire que les animaux, donc les différents rois des animaux, ont signé une trêve, une paix universelle. Mais c'est faux, et le coq, qui est plus malin qu'il n'en a l'air, l'a bien compris. Alors je vais vous lire la fin du conte pour que vous ayez un aperçu de qu'est-ce que c'est les Mille et Une Nuits. Lorsque le renard eut entendu ces mots, il s'écria « Ah, je suis obligé, ô mon frère, de prendre congé de toi. » Et parlant ainsi, il tourna le dos et livra ses jambes au vent, se fiant à la mer de la sûreté. Et le coq lui cria « Hé là, mon frère, je descends, pourquoi ne m'attends-tu pas ?» Et le renard dit « C'est que, vois-tu, j'ai une grande antipathie pour le chien lévrier qui n'est ni de mes amis, ni de mes relations. » Et le coq reprit. « Mais, ô visage de bénédiction, ne m'as-tu pas dit à l'instant que tu venais en commissaire et en héros de la part de nos souverains
pour proclamer le décret de la paix universelle, décidé dans l'assemblée plénière des représentants de nos tribus ?» Et le renard répondit de fort loin. Oui, certes, ô mon frère coq. Seulement ce lévrier entremetteur, que Dieu le maudisse, s'était abstenu d'aller au congrès, et sa race n'y avait point envoyé de représentants, et son nom n'a point été prononcé lors de la proclamation des tribus adhérentes à la paix universelle. Et c'est pourquoi, ô coq plein de tendreté, il y a toujours inimitié entre ma race et la sienne, et aversion entre mon individu et le sien, et que Dieu te conserve en bonne santé jusqu'à mon retour. » Et le renard, ayant ainsi parlé, disparut au loin. Et le coq échappa de la sorte aux dents de son ennemi, grâce à sa finesse et à sa sagacité. Et il se hâta de descendre du haut du mur et de regagner la ferme, en glorifiant Dieu qui le ramenait en sécurité dans sa basse-cour. Et il s'empressa de raconter à ses épouses et à ses voisins le bon tour qu'il venait de jouer à leur ennemi héréditaire. Et tous les coqs de la basse-cour lancèrent dans l'air l'appel sonore de leur joie pour célébrer le triomphe de Voix de l'Aurore. Voix de l'Aurore, c'est le nom du coq. Cocorico, un joli nom pour un coq, Voix de l'Aurore. Donc voilà, on voit que le coq est plus malin que le renard, qu'il avait bien compris la ruse, qu'il n'est pas tombé dans le panneau. C'est lui qui a fait peur au renard, disant qu'il voyait arriver un lévrier qui est l'ennemi du renard. C'est un des contes des Mille et une nuits, enfin la fin du conte en tout cas. Je vous invite à découvrir les Mille et une nuits d'ailleurs. Alors dans les nombreuses personnes aussi qui sont citées, qu'on croise dans Apeirogon, il y a Edward Said, né en 1935 et mort en 2003. Alors Edward, c'est un prénom américain et Saïd, c'est bien palestinien. Et c'est vrai qu'il avait ces deux cultures, ce personnage, qui est à la fois un universitaire, un théoricien littéraire, un critique musical. Il adorait la musique classique, d'ailleurs européenne, et il est palestino-américain. Et là, j'ai trouvé, toujours pour illustrer mon propos, et illustrer, c'est Colum McCann et Apeirogon qui m'ont fait connaître ce personnage. Et il a une citation que j'ai trouvée dans un livre qui s'appelle « Humanisme et démocratie », publié par Fayard en 2005. Alors ça, c'est Edward Said qui parle. Comprendre véritablement l'humanisme, c'est le comprendre comme véritablement démocratique, ouvert à toutes les classes et à tous les milieux, et le comprendre comme processus illimité de révélation, de découverte, d'autocritique et de libération. J'irais jusqu'à affirmer que l'humanisme, c'est la critique. Une critique tirant sa force et sa pertinence de sa nature démocratique, laïque et ouverte. Pourquoi j'ai choisi ce petit extrait ? Parce que j'ai trouvé, encore une fois, on parlait de contradiction, on parlait de confronter des points de vue, on parlait de donner la parole à ceux qu'on n'entend pas. Et bien voilà, c'est un peu ce que nous raconte Edward Said dans Humanisme et démocratie. Dernier personnage que j'ai découvert aussi grâce à Colum McCann et à Apeirogon, c'est un poète palestinien toujours, né en 1941, mort en 2008, Mahmoud Darwish. Alors, à vrai dire, je le connaissais de nom. Donc, c'est une figure de proue de la poésie palestinienne, un personnage à la fois important d'un point de vue politique et littéraire. Pour illustrer encore une fois ce podcast, je voulais vous lire une poésie, celle la plus connue de Mahmoud Darwish, qui s'appelle « Rita et le fusil ». Rita et le fusil. Entre Rita et mes yeux, un fusil. Et celui qui connaît Rita se prosterne et adresse une prière à la divinité qui rayonne dans ses yeux de miel. Moi, j'ai embrassé Rita quand elle était petite. Je me rappelle comment elle se colla contre moi et de sa plus belle tresse couvrit mon bras. Et moi, je me rappelle Rita, ainsi qu'un moineau se rappelle son étang. Ah, Rita! Entre nous, 1000 oiseaux, 1000 images, d'innombrables rendez-vous, criblés de balles par un fusil. Le nom de Rita prenait dans ma bouche un goût de fête. Le corps de Rita dans mon sang était célébration de noces. Et 2 ans durant, je me suis perdu dans Rita. Et 2 ans durant, Rita a dormi sur mon bras. Nous prêtâmes serment, autour du plus beau calice, nous brûlâmes dans le vin de nos lèvres et nous ressuscitâmes. Ah, Rita! Qu'est-ce qui aurait pu éloigner mes yeux des tiens, hormis le sommeil,
et les nuages couleur de miel avant ce fusil. Il était une fois, ô silence du crépuscule, au matin, ma lune a émigré, loin, dans ses yeux couleur de miel, et la ville a balayé tous les Aèdes, et Rita, entre Rita et mes yeux, un fusil. Voilà une poésie de Mahmoud Darwish. Encore un personnage donc, qui était dans Colum McCann, Apeirogon, ceci fleuve de la douleur de ces deux pères, qui est très beau aussi. Voilà, c'est une chose importante, c'est qu'ils vont se retrouver dans une association qui existe effectivement en Israël, qui s'appelle The Parents Circle, donc le cercle des parents. Et les parents en question sont des parents qui ont tous connu la mort d'un enfant. Alors ils peuvent être israéliens, palestiniens, peu importe. C'est précisément le but de l'association, c'est de faire en sorte que les gens se parlent. Nos deux héros malgré eux, hein, c'est pas des héros bien entendu, ce sont deux personnages bien réels. Ils se sont retrouvés dans cette association et ce sont des grands amis. Et ils continuent à raconter inlassablement l'histoire de la mort de leur petite fille. Ça les maintient en vie, voilà, puisque ça leur permet de garder un lien avec cet enfant mort et à œuvrer à leur niveau pour la paix, pour le dialogue. Je vais lire 2 derniers extraits du livre Apeirogon et je vais passer à Nathan Frohl. Là, il s'agit du chapitre 464. Alors, quand on commence dans la deuxième partie du livre, donc elle est comptée à partir de 500 jusqu'à 0. Donc on est page 366 de l'édition de poche. Dans bien des maisons de Cisjordanie, vous remplissez des bassines, vous alignez les cruches, vous remplissez des bouteilles près de l'évier. Vous vous brossez les dents avec le robinet fermé. Vous sortez rapidement de la douche. Vous placez un bouchon en plastique sur le drain de la salle de bain. Vous trempez les éponges dans l'eau stagnante. Vous posez des brise-jets sur les robinets pour réduire le jet. Vous vous servez d'un balai pour nettoyer les marches, pas de serpillière. Vous nettoyez votre voiture avec un chiffon sec. Vous époussetez les fenêtres de votre maison. Vous savez que l'eau peut être coupée pendant des semaines et que vous allez devoir ensuite l'acheter 4 fois plus cher que ceux qui vivent de l'autre côté de la vallée. Vous montez les marches jusqu'au toit en béton plat et vous vérifiez que les citernes noires ne fuient pas. Vous soulevez le couvercle pour voir le niveau. Vous priez pour qu'il pleuve, même si la citerne est presque pleine. Donc on voit la rareté de l'eau, côté palestinien, Cisjordanie. Le chapitre d'après, 463, on voit la cruauté à l'œuvre. Donc chapitre 463. Un des jeux auxquels se livrent les soldats israéliens s'appelle « Tir sur la citerne ». Plus la balle atteint la partie basse de la citerne, plus le tireur est adroit. Voilà. Espace de commentaires. Je vais mettre dans le texte qui accompagne cet épisode du podcast les liens vers Narrative 4, l'organisation à but non lucratif de Colum McCann. Je vais mettre le lien vers The Parents Circle, cette association israélo-palestinienne, donc de parents, de familles qui œuvrent pour la paix, pour le rapprochement des peuples et pour une solution pacifique, bon, même si on en est malheureusement très loin et à l'heure où on se parle. Je vais passer au deuxième livre, je vais être un petit peu plus rapide sur le livre de Nathan Frohl. Le titre « Une journée dans la vie d'Abed Salama » est sous-titré « Anatomie d'une tragédie à Jérusalem ». Je disais qu'il y avait un point commun qui était Anata, donc la ville où vit donc Abed Salama, donc le personnage qui est au centre du récit de Nathan Frohl. L'autre point commun, c'est de vouloir trouver vraiment la complexité, de nous aider à comprendre avec une précision de détail qu'est-ce que c'est qu'un destin palestinien dans l'Israël aujourd'hui. Donc, dernier point commun très important, c'est que Nathan Frohl parle lui aussi d'une tragédie, d'un fait divers. Alors, il ne s'agit pas d'un attentat-suicide ou d'un militaire qui tue sur un enfant. De manière plus simple, si j'ose dire, un accident de la route, un énorme accident de la route, si c'est un bus avec des enfants palestiniens sur une route mal entretenue, défoncée,
qui a un accident avec un camion qui fonce en fait dans le bus et le bus se renverse et prend feu. Au total, donc plus de 6 morts, les enfants et une maîtresse, l'accompagnatrice du groupe. Ce bus emmenait les enfants à une aire de jeu près de Ramallah. Et il se trouve qu'il y a d'autres aires de jeu qui ont été beaucoup plus proches de l'école de ces enfants, mais ils ne peuvent pas y accéder à cause du mur qui sépare donc Anata, l'enclave palestinienne, le territoire occupé, du territoire côté Israël, où se trouvent des aires de jeu plus proches. Donc Nathan Frohl a reçu pour ce livre, qui est vraiment là pour le coup un récit qui est une non-fiction, il a reçu précisément le prix Pulitzer de non-fiction en 2024. Il commence par une citation du philosophe et écrivain Stanley Cavell, qui est un philosophe américain disparu en 2018 à Boston, et qui dit ça. « Nous ne voyons pas notre empreinte dans ce qui arrive, et nous appelons donc accidents malheureux certains événements quand ils sont le produit inéluctable de nos desseins. Et parce que nous ne voulons pas changer d'état d'esprit, nous appelons d'autres événements nécessités. » Je relis ce passage parce que c'est très important. « Nous ne voyons pas notre empreinte dans ce qui arrive, et nous appelons donc accidents malheureux certains événements quand ils sont le produit inéluctable de nos desseins. » Donc de nos desseins, E-I-N-S, bien sûr. Et parce que nous ne voulons pas changer d'esprit, nous appelons d'autres événements nécessités. Tout l'objet donc, de Nathan Frohl ici, dans cette journée de la vie d'Abed Salama, c'est précisément à partir du fait divers de cet accident, de montrer en quoi cet accident aurait pu être évité, en fait, que toute la situation, tout ce que vivent les Palestiniens dans cette enclave d'Anata, conduit à ce drame, qu'il n'y a pas de hasard en fait. C'est vraiment donc qui va être méthodiquement en nous racontant l'histoire des protagonistes de manière très détaillée, très neutre, un ton journalistique, mais c'est neutre, mais c'est passionnant aussi de suivre ses destins. Il va prendre la vie de plusieurs, pas seulement d'Abed Salama, mais de tout un tas de personnes qui sont liées à ce fait divers et à cet accident tragique. Il va nous raconter leur vie. Il va nous raconter évidemment la ville d'Anata. Je vous ai déjà lu un extrait assez détaillé, mais le livre en fait une géographie assez précise. Il va nous raconter tout ce qui est mis en œuvre aussi pour ségréguer les Palestiniens, toute cette politique d'apartheid. Alors ça passe par les couleurs de la carte d'identité, la couleur des plaques d'immatriculation, mais aussi bien entendu par la construction de murs. Les murs sont très importants. Et la construction de zones aussi. Nathan Frohl, il analyse minutieusement une tragédie à Jérusalem. Il la dissèque, il l'anatomise, donc c'est d'où le sous-titre, Anatomie d'une tragédie à Jérusalem. Et anatomie au sens littéral, donc il étudie chaque pièce du puzzle, il étudie la structure de l'ensemble et les rapports entre les différents acteurs. C'est vraiment chirurgical, si on peut dire aussi. Et c'est un travail remarquable de précision et de complexité. Encore une fois, retrouver de la complexité, comprendre comment on arrive à ce genre d'accidents qui ne sont pas vraiment des accidents. C'est vraiment brillantissime de ce point de vue. Je disais toutes les techniques mises en œuvre pour contrôler en fait les Palestiniens et la vie des Palestiniens. Et notamment, donc, il explique, alors c'est page 183, c'est dans la deuxième moitié du récit, le découpage, le zoning, la création de zones, la création d'une carte. D'ailleurs, voilà, c'est un personnage, il raconte aussi sa vie. Alors tout ça est très documenté, Nathan Frohl est un journaliste, il vit d'ailleurs à Jérusalem-Est, du bon côté du mur, qui nous explique, par exemple, donc page 183, les cartes les plus importantes du processus d'Oslo, dont celle qui découpait la Cisjordanie en 3 régions, A, B et C, étaient l'œuvre de Dani. Donc Dani, c'est ce fameux personnage dont il nous raconte l'histoire.
Établies en 1995, ces cartes désignaient différents niveaux d'autonomie palestinienne. Dans la région A, les zones urbaines, l'autorité palestinienne pouvait se prévaloir du degré d'autonomie le plus grand, ayant notamment tout pouvoir en matière de sécurité intérieure. La région B recouvrait les agglomérations de taille moyenne et les villages où Israël souhaitait conserver un plein contrôle en matière de sécurité, mais considérait plus opportun de laisser les municipalités palestiniennes prendre en charge tous les autres domaines de la vie quotidienne. Enfin, la région C, qui était placée sous administration israélienne directe, recoupait tout le reste des territoires, toutes les terres ouvertes à l'intérieur et autour des villages palestiniens et entre eux, les régions agricoles, les parcs nationaux, les bases militaires et autres zones de tir israéliennes, les colonies juives, les routes réservées aux colons et les zones industrielles relevant des colonies. La région C n'était pas seulement la partie la plus importante de la Cisjordanie, 73% de son territoire sur les cartes que Dani avait dessinées au départ, elle était aussi la seule à se prévaloir d'une authentique contiguïté, un océan de contrôle israélien entourant les 165 îlots formant les régions A et B. Dani avait transformé en son exact négatif un territoire palestinien jusqu'alors constellé de colonies israéliennes. Celui-ci était devenu une Cisjordanie israélienne enveloppant des dizaines de petites enclaves d'autonomie palestinienne limitées. Abu Ala, le négociateur en chef de la délégation palestinienne, lui dit alors « Vous avez fait de notre autonomie une prison destinée à nous accueillir. » Voilà, ce n'est qu'un court extrait du livre, mais qui est très éclairant. Dernier extrait, donc tiré du livre Une journée dans la vie d'Abed Salama, Anatomie d'une tragédie à Jérusalem. Et donc, dans ce qui est absolument terrible avec cet accident, c'est qu'il a lieu donc sur une route qui est réservée aux Palestiniens. Elle est proche d'hôpitaux et de pompiers côté Israël, mais le mur empêche cet accès, et donc pendant plus d'une demi-heure, il ne va pas y avoir de pompiers, il ne va pas y avoir d'armée, il ne va pas y avoir de police, il va rien se passer, puisque le territoire d'Anata en fait n'a pas de police, d'hôpitaux, il n'y a pas d'administration à Anata. Tout est côté israélien. Donc pendant une demi-heure, aucune force de secours, de police ne va arriver sur le bus. Donc les gens vont prendre en main la situation. Ils vont emmener enfant par enfant dans des voitures. Alors encore une fois, ce sont les voitures avec les bonnes plaques d'immatriculation qui vont pouvoir prendre en charge les enfants et les emmener dans les hôpitaux. Mais quand le père de famille, donc le père du petit garçon va arriver sur place, la situation aura déjà été gérée par les habitants du coin. Personne ne sait donc où sont les enfants, dans quel hôpital, où il n'y a aucune autorité compétente qui peut prendre en main qui a pris en main la situation. Mais bon, bref, de fil en aiguille, le père, donc Abed Salama, se retrouve à l'hôpital, et je vais vous raconter, je vais vous lire une partie du chapitre qui s'appelle « 3 funérailles », et c'est la page 220. Abed était si dévoré d'angoisse qu'il ne relevait guère ce qui se passait autour de lui. Le président palestinien et le premier ministre étaient tous deux arrivés à l'hôpital, accompagnés d'une nuée de collaborateurs. Son propre cousin, Abu Djihad, passa devant lui, à l'entrée des urgences. Le frère et le beau-frère d'Abu Djihad avaient tous deux des enfants qui avaient été à bord du bus. Les 3 hommes s'étaient rendus sur la route de Jabba, mais lorsqu'ils étaient arrivés sur place, le sinistre était éteint et les élèves avaient tous été évacués. La circulation sur cette route était devenue à ce point impossible qu'ils avaient laissé leur véhicule sur le bas-côté avant de partir pour Ramallah à pied. Au checkpoint de Kalandia, ils avaient fait du stop pour rejoindre l'hôpital. Le personnel était submergé de sollicitations, assailli de questions par les parents et les familles. Abu Djihad apprit que certains des enfants tués dans l'accident étaient à l'hôpital. On finit par le diriger vers un mur où étaient punaisées des listes écrites à la main. C'étaient les noms des enfants présents à l'hôpital, accompagnés des numéros de leur chambre. Il trouva son neveu et sa nièce sur la liste, Mohamed Bakr et Zeina, et il courut rejoindre leur chambre. Lorsqu'il ouvrit la porte, il découvrit Mohamed Bakr
en train de tenir la main de Zeina. Elle était couverte de suie des pieds à la tête. Elle souffrait d'une fracture du crâne et avait une main cassée. Mohamed Bakr lui dit qu'il était assis à l'avant du bus au moment de la collision, mais qu'il s'était immédiatement rendu à l'arrière et y avait découvert Zeina coincée sous une pièce métallique. Il avait aidé à l'en dégager. Abou Djihad se précipita à l'accueil pour retrouver son frère, le père de Zeina, qui était assis au sol, effondré, persuadé d'avoir perdu sa fille. Abou Djihad était retourné auprès de Zeina lorsqu'Abou Mazen, le président, entra dans la chambre, suivi de près par des équipes de la télévision et des photographes. À 76 ans, il avait un physique de grand-père et des cheveux entièrement blancs. Il s'arrêtait au chevet de chaque enfant afin d'échanger quelques mots gentils avec lui. Quand il quitta la pièce, les caméras s'attardèrent sur l'un de ses collaborateurs qui sortit alors des jouets d'un grand sac de course. Lorsque les enfants à qui les jouets avaient été remis revinrent chez eux, certains s'aperçurent que le leur, une PlayStation, était cassé. Arrivé près du lit de Zeina, Abou Mazen se tourna vers Abou Djihad. « Quelle est la situation à Anata ?» lui demanda-t-il. Abou Djihad était peut-être le seul Salama à avoir encore moins de respect pour l'autorité palestinienne qu'Abed. En tant que dirigeant l'école du djihad islamique, il considérait l'autorité palestinienne comme une source de persécution. « Tout à Anata est pur et simple zift », répondit-il à Abou Mazen, recourant à un terme qui est généralement utilisé pour désigner l'asphalte, mais qui est aussi synonyme de merdier. Tout à Anata est pur et simple zift, à l'exception des rues, puisqu'aucune n'est pavée. Abou Mazen laissa échapper un rire. Abou Djihad déplora ensuite l'absence totale de services publics dans la ville. On n'y trouve même pas de banque ni de clinique. Personne ne se soucie de nous, dit-il. Abou Mazen promit d'y remédier, avant de redescendre pour une séance photo près de l'entrée de l'hôpital où il donna du sang. J'ai choisi cet extrait où on voit la détresse des parents, le chaos de l'hôpital, mais aussi le ton neutre de l'auteur qui, évidemment, nous donne des éléments qui critiquent la politique d'Israël vis-à-vis de ses enclaves palestiniennes ou vis-à-vis de l'occupation et des colonies. Mais il n'est pas beaucoup plus tendre avec les autorités palestiniennes, comme on vient de le voir. Donc c'est un ton très neutre et justement qui permet d'aborder la complexité dont je parle depuis le départ et dont on a bien besoin dans ce conflit pour essayer d'avancer vers la paix. C'est un peu le but. C'est même totalement le but. J'espère que j'aurais pu vous donner l'envie de découvrir ces ouvrages. Non seulement on y apprend beaucoup de choses, mais je trouve aussi qu'ils se lisent avec beaucoup de plaisir. C'est très bien écrit, c'est très bien tenu. Je ne peux que vous encourager vivement à les lire dans leur intégralité. Je rappelle les références. Donc Colum McCann à Pérogan en édition poche chez 10-18. Et Nathan Frohl, donc lui il est sorti cette année en janvier. Une journée dans la vie d'Abed Salama, Anatomie d'une tragédie à Jérusalem, chez Gallimard, dans la collection NRF des essais. Merci, à bientôt pour un prochain épisode du Jardin. Et voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir passé un moment avec nous dans Le Jardin, un podcast littéraire. S'il te plaît, dessine-moi un écrivain. Je suis François-Xavier Robert. Ce podcast n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Julien Oran au mixage et à la création musicale. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager, à vous abonner. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du Jardin.